Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous, c'était un 1er juillet comme aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, le lendemain du premier tour d'élections législatives provoqué par la pulsion mégalomaniaque du Président de la République. Et la France se réveillait en se demandant si elle allait basculer à l'extrême droite, du côté de celles et ceux qui voulaient interdire aux binationaux d'exercer des responsabilités publiques, qui voulaient instiller partout dans nos familles, nos entreprises, nos villes et nos villages le poison de la haine, du racisme et de la division. Et vous vous apprêtiez à perdre la majorité déjà reniée par les Français en 2022, qui accompagnait le Président de la République depuis son élection en 2017. Et puis, le sursaut. Par millions, les Françaises et les Français se sont mobilisés pour refuser que la France ne soit plus la France, pour refuser que l'extrême droite ne l'emporte et dirige notre pays. C'était un barrage, mais c'était bien plus que cela, Monsieur le Premier ministre. C'était un élan civique, démocratique comme la France n'en avait pas connu depuis des décennies. Un an après, qu'en avez-vous fait, Monsieur le Premier ministre? Quel spectacle piteux, affligeant, de voir ici un disloque commun, on l'a entendu encore à l'instant, qui ne forme en lui-même aucune forme de cohérence, si ce n'est celle d'avoir voulu empêcher la gauche et les écologistes de gouverner. Quel spectacle quand on lit dans la presse votre sévérité avec le Président de la République et la sienne. Et nous avons pu encore l'entendre tout à l'heure. Vous avez constitué un cartel de briques et de brocs uniquement pour préserver le bilan d'Emmanuel Macron. Votre faute, de ce point de vue-là, elle est impardonnable, Monsieur le Premier ministre. C'est d'avoir gâché, trahi un élan civique inédit, historique, et d'avoir brisé la confiance de nos concitoyens dans le vote. C'est une faute irréparable. Mais j'y reviendrai. Le sujet qui nous a convoqués aujourd'hui et que vous semblez sous-estimer dans vos propos, c'est la réforme des retraites de Madame Borne, ici présente. Pourquoi est-ce que cette réforme a au fond cristallisé l'ensemble des colères, l'ensemble des ressentiments, l'ensemble du rejet, et vous l'avez rappelé vous-même, dont votre famille politique a été l'objet, si ce n'est la victime, aux élections européennes, au premier tour et au second tour des élections législatives? C'est parce que cette réforme est violente. Elle est d'abord violente socialement. C'est 2 ans de vie en bonne santé volés aux Français. C'est à terme une espérance de vie en bonne santé qui sera amenée à baisser, parce que si l'on vit plus longtemps, c'est aussi parce qu'on peut se reposer à l'âge de la retraite. Ce sont des associations, des clubs sportifs dans nos villes et dans nos villages qui ne pourront plus bénéficier de ces néo-retraités qui, arrivés à l'âge de la retraite, ont de l'énergie, du temps à consacrer aux autres et au bénévolat. Ce sont ces grands-parents qui ne pourront plus garder les petits-enfants et qui devront travailler 2 ans de plus et finiront épuisés. À cette violence sociale s'est ajoutée une violence morale, car le choix politique que vous avez fait sur ce sujet comme sur d'autres, c'est de faire payer toujours les mêmes, de faire payer celles et ceux qui travaillent. C'est l'indécence qui consiste à expliquer que nous devons financer notre protection sociale et nos retraites sur le dos des travailleuses et des travailleurs, sans jamais remettre en cause l'indécence de l'ultra-richesse, de cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources, et à elle, vous ne demandez jamais rien. C'est enfin la violence démocratique. Vous aimez disserter sur la démocratie, Monsieur le Premier ministre. Vous avez même présidé un mouvement qui s'appelle le mouvement démocrate. Vous conviendrez donc avec moi, Monsieur le Premier ministre, que dans toute démocratie, il faut un consentement pour obtenir une réforme de cette ampleur. Il peut y avoir 3 consentements possibles sur une réforme de cette nature. D'abord, les partenaires sociaux, vous en avez longuement parlé. Il y a eu une unanimité syndicale et un mouvement social inédit, massif contre cette réforme qui ne s'est jamais démenti au cours des mois. Premier consentement raté. Deuxième consentement possible, quand il y a blocage au Parlement, le peuple, l'opinion publique. Or, et tous les sondages l'ont démontré, et les mobilisations dans le pays l'ont démontré, l'écrasante majorité des Françaises et des Français, plus de 7 sur 10, étaient opposés et demeurent opposés à cette réforme. Et d'ailleurs, vous avez parlé avec Madame Borne de pédagogie. Plus vous expliquiez la réforme, plus les Françaises et les Français la comprenaient, plus ils la comprenaient, plus ils la rejetaient. Et puis il reste le Parlement, qui n'est pas rien dans une démocratie, vous en conviendrez. Et le Parlement, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, n'a pas pu voter sur ce texte d'ampleur. Vous avez donc choisi cette triple violence. Et nous, si nous sommes ici, Monsieur le Premier ministre, et si nous voulons vous censurer aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait le serment solennel auprès des Françaises et des Français d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans.
Et nous l'avons fait dans la clarté, quand d'autres, à l'extrême droite de cet hémicycle, on l'a vu dans la campagne des élections législatives, ont fait le choix de l'alliance avec M. Ciotti, qui pour la retraite à 67 ans, ont fait le choix d'un flou artistique pendant la campagne et montrent aujourd'hui, en refusant la censure, que leur projet, c'est toujours l'abaissement des droits sociaux et des protections sociales des Français. Monsieur le Premier ministre, arrivé aux responsabilités, vous avez cherché à gagner du temps. Et vous en avez en réalité fait perdre à la France. Vous êtes sorti de ce conclave avec un annuncio habemus naufragium. Rien. Vous nous proposiez, vous nous annonciez quelque chose de formidable et vous n'avez rien et vous en avez fait la démonstration aujourd'hui. La vérité, c'est qu'en refusant de mettre la pression au MEDEF, en accordant au MEDEF un droit de veto dans ce conclave, vous aviez dès le départ, et c'était notre conviction, et c'est pourquoi nous avions, nous, avec le groupe écologiste et social, voté les précédentes motions de censure, vous aviez vicié cette discussion et ce fameux conclave. La réalité, les Françaises et les Français le voient, avec vous, et la raison de votre présence ici, c'est préserver le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, quand les Françaises et les Français ont voté à 3 reprises pour en finir avec la politique d'Emmanuel Macron et se retrouvent avec, Madame la Première ministre, avec Madame Borne et Monsieur Valls, qui sont les 2 anciens Premiers ministres les plus détestés aujourd'hui dans l'opinion publique, qu'ils se retrouvent avec Monsieur Bayrou, qui était macroniste avant Emmanuel Macron lui-même, on peut considérer que c'est une forfaiture et une trahison du suffrage des Français. Alors, nous vous censurons évidemment pour la question des retraites, Monsieur le Premier ministre, je n'y reviens pas. Mais nous assumons aussi une irrépressible envie de faire tomber ce gouvernement, si je puis dire, pour l'ensemble de son œuvre. Quand M. Retailleau, devant une foule fanatisée, agite des militants au cri de « à bas le voile » et lève sur ce pays un vent de haine, d'islamophobie et de racisme, nous ne pouvons rester silencieux. Quand il salit la mémoire du jeune Naël, nous ne pouvons rester silencieux. Quand il reprend les slogans, les propositions de l'extrême droite au pouvoir, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous-même parlez de submersion migratoire, reprenant la rhétorique de Jean-Marie Le Pen, nous ne pouvons rester silencieux. Quand Madame Dati cumule les affaires et que vous préférez toujours, c'est une constante de la Macronie, privilégier le clan à l'intérêt général et à la République et à son exemplarité, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous mentez sur l'affaire Betaram, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous préparez une cure d'austérité sans précédent qui va abîmer les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous passez en force sur la loi Duplon, loi de poison, d'empoisonnement de nos enfants, de notre santé publique et de nos paysans, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous êtes sur ces sujets, comme sur tous les sujets qui concernent le climat ou la biodiversité, complices des lobbies dans la main des lobbies, nous ne pouvons rester silencieux. Alors, j'ai parlé de vous, mais nous ne voulons pas vous faire tomber simplement pour jouir du spectacle d'une victoire politique qui interviendrait. Après tout, vous êtes un Premier ministre semblable aux autres en Macronie. Non, nous avons une irrépressible envie, Monsieur le Premier ministre, de gouverner. Oh, pas pour nous-mêmes, mais pour que la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, trouve sa traduction concrète dans la vie de chacune et de chacun. Pour restaurer une parole de la France crédible à l'échelle du monde en reconnaissant l'État de Palestine, là où vous tergiversez et cherchez à gagner du temps, et en assumant une fermeté à l'égard de M. Netanyahou et une dénonciation du génocide qu'il commet à Gaza. Nous voulons gouverner pour partager enfin les richesses, remettre du bonheur dans la vie de celles et ceux qui peinent, pour protéger les salariés d'Arcelor, d'Auchan, de Michelin, pour protéger les paysans empoisonnés, pour protéger les allocataires du RSA qui vous obligez du travail forcé, pour protéger les habitantes et les habitants du quartier populaire victimes de ce racisme d'atmosphère exalté par M. Retailleau, pour renforcer, pour réinventer l'école de la République au service de sa promesse d'égalité, pour 90 ans après le premier Front populaire, renouer avec de grandes conquêtes pour le temps libéré, loin de vos discours ringards sur le travailler plus pour gagner plus, vous qui êtes devenus sarkozystes sur le tard, loin de cette obsession qui consiste à épuiser les gens à la tâche pour gagner du temps pour la vie, pour le loisir, pour la culture, pour souffler, pour respirer, pour partager. Et puis, je ne peux pas achever ce propos, Monsieur le Premier ministre, sans évoquer ce qu'il y a en dehors de ces murs. La canicule. Vous avez invoqué nos enfants, vous les invoquez souvent, pour la dette, pour les retraites. Mais Monsieur le Premier ministre, la dette, ça se rembourse, ça s'annule, ça se discute. 2 degrés en plus dans notre vie quotidienne et celle de nos enfants, c'est irréversible. Des gens qui vont mourir dans des passoires thermiques de suffocation en ce moment même, c'est irréversible, Monsieur le Premier ministre. Je regardais ce matin mon fils de 7 mois, il a 7 mois aujourd'hui.
Et je me disais qu'il connaissait sa première canicule, il en connaîtra malheureusement de nombreuses dans sa vie. Et vous arrivez ici et vous plaisantez sur la canicule. Nous voulons vous censurer parce qu'il est temps qu'une politique de bifurcation écologique radicale arrive aux responsabilités, qu'elle permette de mieux vivre, de mieux respirer, de partager les richesses, de faire vivre les solidarités et finalement les valeurs de la République. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, sans hésitation, nous vous censurons. Merci beaucoup, Monsieur le